Le face-à-face, l'année 2016, aura été marquée par le recul du groupe État islamique. Après des mois de conquête, l'organisation djihadiste perd du terrain. En Irak, en Syrie, elle subit l'assaut des armées nationales, mais aussi de la coalition menée par les Américains. Deux grandes villes symbolisent ce recul, Mossoul et Raqqa, les capitales autoproclamées de l'organisation État islamique. Alors où en est-on sur le terrain? Pourquoi l'offensive prend-elle autant de temps? Où se réfugient les combattants? On en parle avec nos invités. Frédéric Pons, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, écrivain, professeur à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, auteur de Poutine aux éditions Calment-Lévy. Face à vous, David Rigoulet-Rose, bonjour. Chercheur spécialiste du Moyen-Orient et rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. On va voir le dernier numéro de votre revue. Il est consacré aux frontières dans le monde arabe. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent. D'abord sur Mossoul. L'offensive a été lancée le 16 octobre dernier. D'abord, Frédéric Pons, qu'est-ce qui a été fait en 2 mois? Alors en 2 mois, l'armée irakienne et les différentes milices qui l'accompagnent, appuyées par l'aviation de la coalition internationale, notamment les Américains et les Français, ont préparé le terrain de la reprise de Mossoul. Préparer le terrain, ça veut dire qu'il a fallu avancer dans le désert, bousculer les premières lignes de défense de l'État islamique qui était au-delà de Mossoul, qui était dans la campagne à quelques kilomètres de Mossoul. Ça a été fait assez facilement. D'où cette illusion, quand on a pu écouter les premiers communiqués de victoire, cette illusion que la ville allait tomber rapidement. En réalité, ce sont les premières lignes de défense extérieures des islamistes en dehors de Mossoul qui sont tombées sans grande difficulté. Et là, aujourd'hui, l'armée irakienne est dans le dur, comme disent les militaires, dans le dur, c'est-à-dire dans Mossoul, dans les quartiers de Mossoul, où chaque immeuble, chaque maison, chaque cave devient un petit bunker dans lesquels les combattants islamistes, ils n'ont pas besoin d'être très nombreux, peuvent résister quelque temps. Et ce qui empêche l'aviation de la coalition de taper, c'est qu'ils sont dans la ville, au milieu de civils, qui sont otages, boucliers humains, on ne sait pas trop. En tout cas, ils sont là. Et ce qui fait que les avions américains et français hésitent à taper pour ne pas faire de victimes dans cette population. Oui, on rappelle Mossoul, deuxième grande ville d'Irak, avec, avant la guerre, 1 500 000 habitants. Donc la question des civils est primordiale. Ah oui, la question des civils est primordiale. C'est vrai qu'on est dans une configuration qui n'est pas du tout la même que celle d'Alep, au sens où les acteurs qui ont entrepris la reconquête de la ville de Mossoul ont un souci déclaré, effectivement, d'éviter ce qu'on appelle pudiquement les dommages collatéraux, en tout cas de faire en sorte que les civils ne soient pas les victimes premières de cette reconquête. La difficulté pour l'armée irakienne, c'est qu'elle est partie un peu drapeau au vent et en sonnant les tambours et trompettes. Or, c'est une armée toute jeune, toute récente. Cette armée qui s'est lancée à l'assaut de Mossoul, elle venait à peine d'être reformée à partir de débris de l'ancienne armée irakienne. Ce qui fait que les premiers temps, ça a bien marché, mais dès les premières résistances, on a bien vu les faiblesses de cette armée irakienne qui n'est pas aussi unie qu'on a pu le dire au départ. C'est la division d'or, l'élite irakienne qui ouvre la voie. Comment est-ce qu'elle est formée? Quel équipement a-t-elle? Elle a été entièrement restructurée, reconfigurée par les Américains. Et donc, effectivement, c'est un outil militaire très opérationnel, d'ailleurs, en lequel les Américains ont confiance. C'est eux qui sont au contact, c'est pas eux qui peuvent tenir le terrain. Hein. C'est pas ce qu'on leur demande, d'ailleurs. Ils ouvrent la voie, c'est ça? Ils ouvrent la voie, effectivement, de manière peu aisée. Hein, ils le reconnaissent, puisqu'on estime que les pertes, les mises hors de combat représenteraient 20% de la division, de la Golden Division, ce qui est considérable. Et ça s'explique aussi par les précautions, effectivement, qui sont prises. Hein. Ils veulent pas retomber dans les affres qui avaient été connues au moment de la reconquête de Ramadi, Fallujah, etc., où, effectivement, il y a un problème de confiance par rapport à la population qui ne doit pas être hypothéquée, notamment, effectivement, celle de Mossoul, qui est une population sunnite qui a accueilli, pour une partie, assez favorablement en 2014, l'État islamique. Donc, il y a effectivement un enjeu politique et pas uniquement militaire. Frédéric Pons. Oui, ça c'est un aspect très intéressant qui vient d'être dit, c'est que cette population sunnite de Mossoul
a accueilli favorablement l'État islamique. Et j'ai eu l'occasion, moi, d'interroger beaucoup de chrétiens réfugiés de la plaine de Ninive, ceux que j'ai pu voir au Kurdistan, à Erbil. Et la quasi-totalité de ces réfugiés irakiens, chrétiens, m'ont dit « mais l'État islamique était déjà dans les têtes avant même l'arrivée des troupes de l'État islamique. C'est-à-dire qu'une grande partie de la population sunnite de Mossoul était déjà un peu convertie à ce radicalisme sunnite que porte aujourd'hui l'État islamique. Et donc, la division d'or qu'on voit sur les images, qui avance en ce moment dans Mossoul, elle considère sans doute que chaque habitant, chaque civil, homme, femme, enfant, jeune, peut être potentiellement un combattant de Daesh. Donc la difficulté, c'est de faire le tri dans la et population. faire le tri et surtout avancer dans une ville qui est minée, qui est pleine de pièges, où derrière chaque mur, chaque fenêtre, peut se cacher un tireur ou un kamikaze. Parce que là, c'est une guerre en milieu urbain, donc c'est une difficulté C'est la pire des guerres. Avec un facteur qui est quand même très intéressant et important, c'est les kamikazes. Le groupe État islamique fonce dans l'armée avec des voitures piégées. Oui, alors c'est ça, c'est ce qu'on appelle les VBID, c'est-à-dire les véhicules bornes IED, c'est-à-dire les véhicules kamikazes qui sont très nombreux, et d'où la précaution effectivement à chaque fois pour prendre en main une partie de la ville. C'est pour ça que la progression est quand même ralentie, d'autant plus qu'en général ce sont les bulldozers qui avancent en premier pour faire des remblais et justement éviter d'être au contact immédiat avec d'éventuels kamikazes. Donc c'est extrêmement complexe, et c'est d'ailleurs cette complexité qui explique que les Américains ont demandé au gouvernement de laisser les milices chiites à l'extérieur, donc les Hashd-al-Shaabi, qui ferment la route de l'Ouest, mais qui ne sont pas rentrés dans Mossoul, parce qu'évidemment, là, c'est la variable politique qui prime et pas la variable militaire. Il y a aussi l'utilisation des drones, qui étaient à la base des drones de surveillance, mais pas seulement, finalement, c'est utilisé aussi comme une arme. Alors par les gens d'en face, par l'État islamique, par les terroristes djihadistes, oui, des drones piégés sont utilisés, pas beaucoup, mais ils en ont utilisé et ça a causé des victimes parmi les soldats irakiens, mais aussi parmi leurs conseillers militaires étrangers, dont français, et 2 Français ont été blessés lors d'une attaque de drones piégés il y a quelques semaines déjà. Est-ce que l'on peut estimer le nombre de combattants de combattants djihadistes qui restent à Mossoul ? C'est très difficile à dire parce que on ne savait pas au départ, enfin les rapports de renseignement n'avaient pas avec certitude le nombre exact de combattants formés, enrôlés par l'État islamique. On sait que dans les dernières semaines, avant l'offensive de l'armée irakienne, l'État islamique a recruté de force un certain nombre de gens, et ce qui a produit d'ailleurs un début d'exode, et c'est comme ça qu'on l'a su. Des jeunes gens ont été enrôlés de force, mais ces jeunes gens sont peut-être très nombreux aujourd'hui dans les rangs de l'État islamique. Avec quelle formation militaire, c'est très difficile de le savoir. On peut estimer aujourd'hui qu'il reste peut-être de 5 000 à 7 000 combattants islamistes, sachant se servir des armes, mais personne ne le sait avec certitude. Et certains combattants islamistes fuient les combats. Où vont-ils ? Ils allaient à un moment à Raqqa en Syrie. Est-ce qu'on en sait un peu plus ? Il y a un point d'interrogation dans la mesure où certains ont fui effectivement avant le verrouillage de Mossoul sur l'ouest, qui permettait effectivement une fuite vers Raqqa. Aujourd'hui, c'est quand même verrouillé clairement par les milices chiites. Donc ceux qui restent vont combattre. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. C'était le mot d'ordre du calife autoproclamé al-Baghdadi. C'était que Mossoul constitue en tant que tel la deuxième capitale, d'une certaine manière, de l'État islamique. Et donc, l'enjeu, c'est effectivement de montrer qu'ils sont en capacité de résister à une armée conventionnelle, même dans un cadre non conventionnel. Et oui, cet aspect est important parce qu'on le voit bien aujourd'hui, la propagande de l'État islamiste exploite cette résistance de Mossoul, ce siège de Mossoul, à ses fins. C'est-à-dire qu'elle est en train d'expliquer, cette propagande, que quelques poignées de combattants, de héros, de futurs martyrs, tiennent tête au monde entier, pas seulement à l'armée irakienne, mais à la super grande puissance, c'est-à-dire les États-Unis, et à tous les valets de la super grande puissance, c'est-à-dire tous les participants à la coalition internationale, la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, et puis les pays, les pétromonarchies du Golfe, qui soutiennent cette offensive, d'une certaine façon, et l'Iran,
qui, par le biais des milices chiites et de ses alliés chiites en Irak, l'Iran qui combat aussi l'État islamique. Et donc l'État islamique est aujourd'hui seul contre le monde entier. Pour leur propagande, c'est merveilleux. Mais oui, et l'État islamique tient. Encore pour l'instant, ils tiennent. Ouais. Ils sont en train d'être réduits progressivement, d'être matraqués, écrasés. Peut-être que l'État islamique a un calcul, c'est de résister le plus longtemps possible, de façon à produire à un certain moment un effet d'essoufflement, une fatigue dans l'armée irakienne. Et c'est une bataille de volonté aussi, pas seulement une bataille d'armes et d'explosifs. Alors l'autre grande ville qui est tenue par les djihadistes, c'est Raqqa en Syrie. Là aussi, la coalition a lancé l'offensive. C'est le même ennemi qui est combattu, hein, l'organisation État islamique, mais la configuration est très différente. D'abord, qui combat à Raqqa ? Alors, Raqqa est encerclé par des forces, les FDS, c'est-à-dire les forces démocratiques syriennes, qui sont une organisation regroupant des Kurdes et des Arabes qui ont été structurés par les Américains. Et donc, ça pose d'ailleurs un problème à la Turquie, puisqu'effectivement, la Turquie a reproché aux Américains d'utiliser les Kurdes, justement, pour pousser l'avantage sur Raqqa. Et donc, Raqqa est encerclé, mais même chose, Raqqa est difficile à prendre dans la mesure où c'est quand même, elle est noyée dans encore le Grand Est syrien, qui, pour l'instant, n'a pas été repris en main ni par les troupes loyalistes de Bachar al-Assad, ni par les troupes de la coalition. Donc, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que les deux, il y a une forme de binôme entre Raqqa et Mossoul. Les deux sont indissociables, mais on a le sentiment que les Russes se désintéressent de Raqqa et qu'ils laissent finalement le travail à faire à la coalition internationale qui est déjà engagée sur Mossoul. Oui, la difficulté de Raqqa, de la reprise de Raqqa, qui est la capitale autoproclamée de l'État islamique, c'est que les belligérants, enfin ceux qui vont donner l'assaut à cette ville de l'État islamique, ne sont pas d'accord entre eux. On n'a pas à Raqqa la même unité qu'à Mossoul. À Mossoul, l'armée irakienne, soutenue par les Américains et les Français, un peu les Kurdes et les chiites irakiens. Tout le monde se retrouve avec les mêmes intérêts. À Raqqa, c'est différent, parce que les Turcs, qui voudraient bien aussi aider à reprendre Raqqa, ne veulent pas que les Kurdes prennent Raqqa. Les Américains, qui voudraient bien que Raqqa tombe, n'aimeraient pas que ce soit l'armée syrienne de Bachar al-Assad qui fasse l'offensive finale et reprenne Raqqa. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'intentions et d'intérêts très contradictoires dans cette affaire. Et vous êtes d'accord avec David Rigoulet-Rose quand il dit qu'il y a finalement un partage des rôles, la Russie n'intervient pas à Raqqa, elle laisse les Américains intervenir ? De fait, c'est ce que l'on constate sur le terrain, c'est exact. On voit bien que l'intérêt des Russes et leur objectif majeur, ça a été de libérer Alep libérée, c'est-à-dire de ramener la deuxième grande ville syrienne dans les mains du pouvoir, ce qui a été fait symboliquement, c'est très fort. C'est une victoire majeure de Bachar al-Assad, de son régime, des Russes et des Iraniens. Ce but a été atteint. Ensuite, il faut consolider, ça n'est pas fini, il faut consolider cette Syrie libérée par les Russes au profit du régime. Et là, on est sur des immensités géographiques très importantes, ça va prendre du temps. Un mot sur le rôle central du président Erdogan de la Turquie. Il a dit, il avait promis de marcher sur Raqqa. Pourquoi cette velléité du président Erdogan ? C'est justement le problème kurde. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que Raqqa soit finalement prise par une coalition arabo-kurde avec une prépondérance des Kurdes. Pour lui, c'est l'élément déterminant. Hein. On a l'impression qu'il a une politique un peu erratique, avec des retournements et des basculements à 360 degrés. Mais ce qui fait la cohérence, en tout cas de sa politique aujourd'hui, avec le rapprochement avec Vladimir Poutine, c'est l'obsession kurde. D'ailleurs, on peut noter qu'il a été très silencieux au moment de la chute d'Alep. D'une certaine manière, il a sacrifié Alep parce qu'il voulait avoir gain de cause sur la frontière justement turco-syrienne, pour empêcher justement la jonction des cantons kurdes, notamment entre Kobané et Afrin, et pour empêcher justement la constitution d'un fameux Rojava, c'est-à-dire une autonomie kurde. Et là-dessus, il s'est retrouvé. Il y a eu un deal avec Vladimir Poutine. Il y a eu progressivement un donnant-donnant. C'était Alep contre la frontière kurdo-syrienne. Une dernière question assez rapidement, s'il vous plaît. Une question sur Donald Trump, le président élu américain. Qu'est-ce qu'on peut attendre de son action ? Il va laisser les mains libres à Poutine ?
En Syrie, vous voulez dire? Oui, en Syrie. A priori, oui, parce que Trump est un pragmatique, comme Poutine l'est, un réaliste. Il a bien vu que la politique d'Obama n'a produit que des catastrophes là-bas et a conduit à livrer, en quelque sorte, la Syrie et le Moyen-Orient à Poutine. Donc, dans l'immédiat, il ne va pas, à mon sens, mettre les mains ou un soldat de plus en Syrie. En revanche, le travail sera fini en Irak avec la prise de Mossoul. Et quand Mossoul sera prise, a priori sous la présidence Trump, Trump repliera ses billes et ses armes aux États-Unis. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat sur la Syrie et sur l'Irak et sur la lutte contre le groupe État islamique. Tout de suite, c'est le retour de l'actualité.